Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. On est reparti aujourd'hui pour un épisode que je suis super content de vous présenter puisque je l'ai enregistré avec le Français qui va conquérir l'Amérique. J'ai nommé Alexandre Cormon. Alexandre Cormon, il est bien connu en France comme étant un love coach et il a développé ces dernières années l'ambition de devenir le Tony Robbins de l'amour. Et pour atteindre ça, il ne peut pas se contenter de rester en France et de continuer à faire la même chose. C'est pour ça qu'après avoir galéré 4 ans en France pour monter son business, après avoir atteint le sommet de son marché, après avoir atteint une grosse notoriété où on le reconnaît dans la rue, après avoir atteint des revenus très confortables, Alex Cormon est parti s'installer à Miami pour repartir de zéro et conquérir le marché américain. Et le pire, c'est qu'il y arrive. En écoutant cet épisode, vous allez apprendre comment penser beaucoup plus gros et aller au-delà de cette petite mentalité où vous voulez juste gagner assez d'argent pour quitter votre job et pour vivre, et comment créer une philosophie, comment créer une ambition, comment créer une mission pour votre vie. On parlera aussi de la mentalité d'un entrepreneur qui cartonne et comment est-ce que Alexandre pense à la question du risque, à la question de l'investissement, à la question du travail et de la patience et du temps que ça met pour atteindre vos objectifs. On parlera aussi de mon grand sujet du moment, si vous le savez, si vous écoutez cette émission, c'est de comment monter une équipe pour démultiplier votre force de frappe. C'est un intérêt personnel que j'ai. Je bénéficie de ce podcast pour poser la question à des gens qui l'ont fait et qui sont au top du game. Et j'ai trouvé des conseils excellents, très concrets chez Alex, notamment sur comment vraiment pouvoir former les gens à votre philosophie et comment est-ce que lui va pouvoir accompagner des gens qui vont ensuite pouvoir devenir coach à sa place. On parlera aussi de pourquoi YouTube a dépassé le référencement en termes de canal de trafic pour Alex. Et je peux vous dire que niveau référencement, il était déjà très fort. Et de sa méthode simple pour exploser sur YouTube. C'est quelque chose qui prend 18 mois, mais ça marche quasiment à tous les coups. Et finalement, on parlera de comment répliquer un business qui marche en France, aux États-Unis, un marché qui achète 7 fois plus, sont les chiffres que partage Alex dans cette interview. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Alexandre Cormon. Salut Alex et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci à toi pour ton invitation. Donc Alex, on s'est connus il y a quand même quelques années et en fait depuis tu as eu un changement impressionnant dans ton business quand tu es parti aux US, etc. Est-ce que tu peux commencer par résumer un petit peu aux auditeurs ce que tu fais, de quoi tu parles sur ton site? Ouais, bien sûr, avec plaisir. En fait, moi, j'ai commencé dans le milieu de l'infoprenariat en 2007. J'ai créé mon premier blog, en fait, pour donner des conseils en amour. Donc, ça, c'était à la fois tourné vers la séduction et vers le développement personnel. Je me suis développé avec 2 autres sites, mais ce qui a un peu changé ma vie, c'est le fait de centrer mon site autour de ma personne, donc de créer alexandrecormon.com. Et donc, depuis 2007 jusqu'à 2015, j'ai développé mon entreprise en France, beaucoup au niveau organique, donc avec le SEO, avec une chaîne YouTube, et j'en étais déjà très satisfait. Et en 2015, j'ai fait un pari, on va dire, un petit peu fou, puisque je me suis dit, il est temps que j'essaye d'exporter ma philosophie. J'avais beaucoup de chance, puisque j'étais numéro 1 dans mes marchés, et j'avais plus forcément d'évolution possible. Donc je me suis dit, bah, c'est maintenant qu'il faut que je me lance. Et ça n'a pas été facile, mais là, aujourd'hui, je dirige 2 cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami, donc où je suis installé. Et c'est une équipe, donc en France on est 15 collaborateurs, aux USA on est 12, donc l'équipe grossit plutôt bien. Et en fait c'est ça mon projet, c'est un peu d'être le Tony Robbins de l'amour, donc de faire des conférences partout dans le monde. Donc là on va bientôt se faire traduire en espagnol, en portugais, donc brésilien également, enfin portugais pour le Brésil et Portugal. Et pareil, je vais au Japon, comme je t'expliquais en off, et j'ai un objectif d'essayer de faire traduire ma philosophie pour le marché asiatique. Donc ça, c'est assez cool et assez fun. Et voilà un petit peu pour mes projets. Donc j'accompagne aussi un petit peu des coachs qui veulent se développer parce que du coup ça fait 11 ans que je pratique le web marketing, que je suis qu'on se suit parce que aussi je suis beaucoup tes podcasts, tes vidéos. Donc c'est assez intéressant. J'ai cet axe coaching et l'axe un petit peu développement de business en gros. Faut qu'on creuse dans ce sujet parce que c'est quand même un truc qui est révélateur sur le personnage. C'est-à-dire que tu lances ce site en 2007, tu arrives quand même 8 ans après 2015, tu es au top du game, tu es le numéro 1 sur ton marché, ou en tout cas, tu as vraiment des volumes de trafic qui sont énormes. Et tout d'un coup, tu te dis, ouais, en fait, je vais repartir de zéro aux US. Pourquoi?
Bah, en fait, si tu veux, quand tu le dis comme ça, on se dit: «Mais il est fou ce mec!» Tu sais à qui ça me fait Mais penser? ouais, en fait, À Gad Elmaleh. à qui? À Gad Elmaleh. Ouais, exactement. Mais je regardais ses interviews et mais en fait, je pense qu'on est vraiment passé par la même dynamique où tu dois aller chercher les gens. En fait, tu repars de zéro. T'es rien là-bas. Alors que c'est vrai qu'en France, j'avais une belle petite notoriété. En fait, je pense que j'étais animé par mon rêve qui était de me dire, bah, je veux plus grand, tout simplement. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnalités d'entrepreneurs. Moi, j'arrive pas à me satisfaire vraiment de ce que j'ai. J'ai encore des rêves, tu vois. Donc là, mes entreprises aux USA, elles se développent et j'ai encore l'idée de faire traduire en plusieurs langues. Je pense que je suis animé par ce rêve, ce projet de diffuser ma philosophie. Je pense avoir des idées différentes, donc c'est ce qui m'anime aussi. Mais partir de zéro, en fait, pour moi, ça n'a pas été le. Je me suis dit, de toute façon, ça va marcher, je l'ai fait en France, je vois pas pourquoi ça marcherait pas ailleurs. Tu vois. Donc j'étais dans une dynamique où j'étais assez confiant, et peut-être même trop confiant, mais il en fallait, parce que sinon, je me serais jamais lancé. Et, euh, et quoi que je suis resté concentré vraiment sur mes forces. Donc on a développé le projet aux USA, pareil, en organique, sans rien investir en publicité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même bâti quelque chose d'assez stable, quoi. Quand tu dis que tu étais trop confiant, c'est à quel niveau? Bah, je me suis dit, c'est sûr, ça va marcher. J'avais aucun doute. Vraiment, je me disais pas, mais il y a trop de concurrence, mais je parle pas la langue. J'avais un partenaire américain parce que moi je parlais pas anglais, donc c'est pas moi qui suis la face du business aux USA. Donc aujourd'hui je fais du coaching, mais je suis pas vraiment l'unique face, alors qu'en France bah, tout repose sur moi, sur mes épaules. Je suis passé en fait de coach à entrepreneur aussi en même temps, mais j'avais aucun doute parce que je me disais mais c'est pas possible, ça marchait tellement bien ce que je faisais en France. Tous mes articles ils étaient numéro un, les vidéos elles étaient partagées. J'avais l'impression en fait de marcher sur l'eau et en fait c'est ça qui m'a donné la confiance de me dire bah quoi qu'il arrive ça va marcher aux USA tout simplement. Et du coup, ça a été aussi rapide, aussi efficace que tu le pensais, ou est-ce que tu as trouvé des difficultés imprévues? Bah en fait en France il m'a fallu par exemple 9 ans pour en gros développer mon business et le passer à 7 chiffres. Aux USA il m'a fallu moins de 2 années donc on pourrait dire que ça a été rapide mais je te cache pas que la première année elle a été très très lente en termes de développement. Et elle a été aussi bah, faite de pleine de tensions, de peur, d'appréhension. Parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut aussi. Donc l'expatriation, je pense que toi tu connais ça. Moi, ça m'a été très compliqué. Tous les papiers, etc. C'était pas aussi simple que je le voulais. Donc ça a été lent la première année. Par contre, une fois qu'on a explosé aux USA, on se rend compte que les chiffres sont vraiment différents par rapport au marché francophone. Et l'explosion, elle est vraiment explosive, quoi. C'est vraiment une belle évolution qu'on a fait. Mais au début, c'est vrai que ça a été lent. Donc, on a même pensé pas arrêter, mais on s'est dit, mince, il faut peut-être qu'on mette moins de force sur ce projet-là, quoi. Et tu disais que tu parlais pas la langue, donc comment est-ce que tu as appris l'anglais, ou qu'est-ce qui a changé entre deux? Comment tu as fait? Parce que beaucoup de gens me posent cette question, comment apprendre l'anglais? Moi, j'ai ma propre philosophie sur la question, mais je suis intéressé de voir comment toi, en plongeant directement dans le bain, tu as pu faire pour développer ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, moi, ce que j'appelle un coach. C'est même pas un enseignant ou un teacher, c'est vraiment un coach, quelqu'un qui m'a accompagné. Donc, tous les 2 jours, j'avais des séances de coaching d'anglais, on va dire. Donc, ça pouvait être parfois d'être devant la caméra et de faire des vidéos. Donc, bien évidemment, c'était très compliqué, mais en fait, c'est en travaillant que j'ai pris l'expérience. Le fait d'être dans le bain, bah forcément, on rencontre du monde. Je me suis pas mal forcé. J'ai épluché Meetup pour essayer de rencontrer un maximum de monde grâce au site Meetup, Meetup. Il y avait plein de rencontres d'entrepreneurs, plein de rencontres de yoga, de dev perso. Il y avait aussi Toastmaster. Donc j'y suis allé, je parlais pas anglais, mais voilà, je me suis lancé. Et puis en fait, on est super bien accueillis et on a juste qu'une envie, c'est de continuer à progresser. Après, je te cache pas que ma compagne, j'ai rencontré ma compagne qui est américaine, donc forcément ça a joué dans la balance aussi. Donc elle parle pas du tout français, donc ça m'a bien aidé à communiquer, à apprendre l'anglais. Mais même 2 ans plus tard, tu vois, comme je travaille quand même encore beaucoup sur le marché francophone, bah, je suis bilingue, mais sans être bilingue, quoi. Tu vois, je peux faire des coachings, mais il faut que les gens ils acceptent mon accent français, etc. Donc, je dirais qu'il faut accepter ses limites et se lancer. Voilà. Je me suis toujours demandé, moi, parce que pour le coup, ouais, je suis parti très tôt à l'étranger, donc la langue, je la maîtrise. Par contre, t'entends que je suis français, tu vois. Je me suis toujours demandé si tu pouvais trouver, mais à mon avis, tu les trouves, tu sais, genre les coachs à Hollywood, tu vois, qui te retirent l'accent, qui te font pratiquer la prononciation et tout. Je me suis toujours demandé si ça existait. Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un truc comme ça. Bah, on m'a proposé, et je t'avouerai que mon nom de scène aux USA, c'est French Relationship Expert. Ouais, c'est vrai. J'ai pas envie de casser mon accent français, Mais, quoi. mais en vrai, le Mais truc, c'est je que dirais que French Relationship Expert, ça marche, mais French Marketing Expert, ça marche pas, tu vois. Sauf si je suis expert du marketing Alors, du vin.
Franchement, je sais pas du tout, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne question à poser, mais je dirais qu'en tout cas, moi, French Relationship, ça m'a bien aidé. Surtout, je coach les femmes, donc généralement, elles sont un peu séduites, entre guillemets, par mon accent. Donc, je dirais que ça joue en ma faveur. Maintenant, en tant que marketeur, effectivement, je sais pas si ça serait aussi sexy pour le coup. T'as choisi d'aller à Miami. Pourquoi Miami en particulier aux US? Il y a eu deux raisons, trois raisons. La première, c'est que mon partenaire américain, bah, il est sur place, donc forcément, il fallait qu'on travaille en binôme. Donc lui, c'est vraiment la face du business et puis celui qui encadre l'équipe aujourd'hui. Donc il y a cinq autres coachs. Miami, parce que j'ai vraiment adoré la ville. Alors, elle est assez superficielle quand tu y habites, mais quand je suis parti en vacances, c'était très cool. Le climat est juste génial. Bah, il fait beau toute l'année. Et puis, le troisième point, c'est parce que c'est qu'à 6 heures. Alors, on aurait pu me dire, mais pourquoi tu vas pas à New York? Parce qu'à New York, il caille. Voilà, je voulais pas de neige. Je voulais juste le soleil, la plage. Je trouve que c'est une ville qui est inspirante. Et Miami, franchement, ça se développe, mais tellement. Voilà, je me mets ma main coupée que dans les prochaines années, ça va devenir la ville, quoi. Ça va même surpasser New York, je pense, parce qu'il y a trop d'expatriés qui s'y installent. C'est le croisement entre l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Amérique du Nord également. Donc, ouais, moi, je mise beaucoup sur Miami, tout simplement. T'as entendu parler de Austin? Parce que Oui, j'y suis allé. dans le côté nomade digital, il y a pas mal de gens qui y vont. Donc, je sais pas si t'as une idée par rapport à ça en tant que destination aux En fait, US. j'y suis allé, tu vois, parce que je fais partie du mastermind de la War Room de Ryan Dice, digital marketer. Et leur quartier, ils sont là-bas, ils sont à Austin. J'y suis allé et franchement, c'était terrible. C'est génial. Alors, il n'y a pas la mer comparé à Miami, mais c'est juste l'ambiance, c'est trop cool. C'est vraiment, tu as l'impression d'être connecté, les gens sont ouverts d'esprit. Il y a plein de gens du web, donc je me suis posé pas mal de questions. J'ai hésité même à pouvoir, peut-être pourquoi pas un jour déménager, mais effectivement, Austin, c'est une ville à voir, à faire. Cool. Niveau business, je voudrais creuser un petit peu là-dessus sur les gens. Donc, tu dis que tu as des coachs, etc. C'est quoi les produits que tu vends? Alors moi, si tu veux, je me suis développé en France avec des petites formations. Donc je vends des produits entre 29 et 65 euros, qui sont des formations audio, qui sont des e-books. J'ai essayé de vendre des formations un peu plus chères, on va dire entre 200 et 300 euros, mais celle-ci, je l'ai fait que en webinar. Parce que, fausse croyance ou pas, j'ai l'impression que dans mon marché, quand c'est pas le make money, bah, forcément les personnes ont un peu moins d'investissement à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de retour monétaire. Donc je vends des formations en général qui sont aux alentours des 50 euros. Euh, à côté de ça, ce qu'on vend beaucoup, nous, c'est du coaching. Donc c'est du service. Donc là, ça peut aller entre 100, 150 euros de l'heure en France à peut-être 200, 250 dollars aux USA, parce que les personnes aux États-Unis sont un peu plus adeptes du coaching, on va dire. Donc en fait, et après, ça dépend aussi de l'expérience du coach. Par exemple, moi, je peux vendre des heures de coaching à 1000, 1500 dollars, et un coach qui débute va vendre des heures de coaching à entre 200 et 250 dollars. Donc, on vend beaucoup de services, nous. On est beaucoup dans la vente du temps parce que c'est ce qui permet de travailler son expertise. Ensuite, on fait des formations sur ce qu'on pense être des domaines très intéressants, très importants. Et, euh, et là, ce que je vais m'attacher à faire pour fin d'année 2018 et début 2019, c'est vraiment l'aspect création de formations beaucoup plus massives, un peu comme les tiennes, où on sent vraiment que j'ai passé tout mon temps dessus. Ok. C'est quoi l'équilibre en termes de CA entre les formations et le coaching pour donner une idée? On est sur je dirais 65% de vente de coaching et 35% de vente de formation. Et du coup, tous ces coachs que tu as recrutés, ils sont là à plein temps? Ouais, 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 c'est vraiment des personnes qui sont à plein temps, qui sont, comment dire, alors, je pense qu'il faut que je donne un petit peu les idées. Donc, les personnes que je recrute en général, elles sont formées à ma philosophie. Donc, c'est soit des personnes que j'ai coachées et que j'estime qu'ils sont capables de reproduire, soit des personnes qui sont proches de moi, donc que je connais, soit que j'ai rencontré dans mes formations de coach, soit ce sont des personnes à moi, amies, que j'ai formées derrière. Parce que je pense que j'ai une philosophie un peu spéciale, donc je voulais la protéger d'une certaine manière. Donc c'est vraiment des personnes que je recrute à temps plein. Aux USA comme en Quand France, tu dis la protéger, tu veux dire quoi? bah, juste la respecter en fait. Tu vois, quand tu as des idées, t'as pas Mhm. envie que, par exemple, si je dis que le fuis-moi je te suis, c'est intéressant, faut pas qu'il y ait une personne qui dise, bah non, le fuis-moi je te suis, c'est pas une bonne technique. Tu vois, d'avoir une personne qui respecte tes principes en fait. Tu veux protéger l'intégrité en fait du message et que tout le monde suive un peu la même idée derrière. Exactement, ouais. Ouais. Protéger un peu les idées et suivre le même procédé en fait de coaching. Et comment est-ce que ça marche pour les former? Parce que moi, c'est une problématique que j'ai, si tu veux, de passer de un truc où toi, tu as développé une certaine expertise
et tu voudrais aller plus loin et la transmettre à d'autres personnes, mais tu veux pas euh, pervertir cette idée ou tu veux pas diluer ta qualité. D'un autre côté, tu sais que si tu arrives à la transmettre, ça te permettra au contraire de l'étendre à beaucoup plus de monde. Donc, comment tu procèdes, toi, pour transmettre cette philosophie? Bah, en fait, c'est toi qui m'as appris ça, hein. Tu m'as appris le rôle des process. Parce que comme on a bossé ensemble il y a quelques années, et même comme je suis beaucoup ce que tu fais, en fait, tu m'as beaucoup appris à documenter. Donc, en fait, j'ai documenté toute ma philosophie, toutes mes idées, et j'ai mis des cas pratiques, des scénarios pour aider les personnes à comprendre comment moi je fonctionnais, donc la manière dont je coach une personne. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est que je documente, je renvoie ce document à la personne qui est recrutée, et derrière, en fait, je la regarde être en situation. Donc je regarde comment elle coach, je regarde comment elle conduit un petit peu son coaching, quelles sont les idées qu'elle défend, et après je lui fais un débriefing. Donc la personne va apprendre par l'expérience. Pour moi c'est ça, hein, l'enseignement. On peut faire toute la documentation qu'on veut, il faut derrière passer du temps donc à suivre le coaching et à expliquer, bah non ça va pas, ça va, ça c'est génial, ça tu devrais faire différemment, etc., etc. Donc ce que je fais Ça c'est prend que combien de temps pour qu'une personne comme ça, elle arrive à trois être mois. opérationnelle? 3 mois? Ouais, il lui faut 3 mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence par les coachings par email. Donc comme ça, la personne, ça peut lui permettre de se faire former, puis moi, ça me permet de corriger derrière. Ensuite, c'est des coachings à blanc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui payent pas, qui vont réaliser une séance de coaching, par exemple par Skype ou par téléphone. Et moi, je suis là pour diriger la séance. Et dans un troisième temps, donc c'est du coaching en live. Là, la personne a payé, mais je suis juste là pour encadrer. Bon, on va dire que la personne est autonome au bout de 2 3 mois. Ouais. Et sur le courant de ces 2, 3 mois, tu passes combien d'heures à l'accompagner en coaching? Je pense que c'est une dizaine d'heures par semaine, tu vois. Donc ça reviendrait à 120 heures en tout, grosso modo entre 120 et 150 heures. C'est vrai que ça paraît beaucoup comme ça, mais comme tu l'as dit, tu vois, une personne qui est formée, bah en fait, elle reste. Pour l'instant, moi, ça fait 3 ans. Et 3 ans en France, 2 ans aux USA, et les personnes sont encore là. Donc j'ai gagné, quoi. Tu vois, j'ai gagné, on crée un Mm. mouvement, et ça se passe vraiment bien, quoi. Parce que à l'époque où justement on avait bossé ensemble, je me souviens que tu coachais beaucoup toi-même et tu faisais des journées hallucinantes. Enfin, j'étais très admiratif dès cette période-là de ta capacité de travail et de création, parce qu'il me semblait que tu publiais un article tous les jours, en plus de ta charge de coaching. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien maintenant que pour le coup, tu as développé tout ce process en termes de formation de coach? Bah, aujourd'hui, si tu veux, ma journée, je vais la démarrer à 9 heures. Généralement, jusqu'à 10 heures, je vais être sur la gestion des emails, la gestion des urgences, la gestion de l'équipe également. Ensuite, je vais coacher pendant 2 heures. Ensuite, je vais aller à la salle de sport, prendre une pause déj. Et après, l'après-midi, c'est de consacrer soit un peu de coaching de mon côté, donc encore 1 ou 2 heures, mais très souvent, ça va être consacré à la gestion d'équipe en fait. Donc au lieu d'être coach, je suis devenu un petit peu gestionnaire d'équipe, regarder un petit peu ce qui se passe. Et en même temps, bah, je dirige le projet de traduction. Donc ça aussi, ça me demande pas mal de temps. J'aimerais sortir le site en espagnol et portugais assez rapidement. Donc, ma journée, en fait, je vais commencer à 9 heures, je vais terminer vers 18 19. Et entre-temps, je vais à la salle de sport, quoi. Donc, tu as ralenti le rythme par rapport à l'époque ou c'est moi Ah qui ouais. ai des souvenirs qui étaient. C'est ça, tu as ralenti? Non, à l'époque, c'était du peut-être 8 heures, 22 heures et tous les jours, quoi. Ouais, Et ouais, du 10 heures de coaching et j'écrivais le matin très tôt, quoi. ouais. Et du coup, c'est une question que je me pose toujours. C'est est-ce que le fait de ralentir, ça t'aide à être plus créatif ou c'est juste que tu n'en pouvais plus? Est-ce qu'il y a un Euh, bénéfice au fait de travailler moins? Est-ce que tu peux être plus productif en travaillant moins? Ou est-ce que c'est juste une rationalisation que je me dis pour justifier que je travaille pas 24/24? Honnêtement, je pense que c'est pas la bonne réponse, mais de mon côté à moi, j'ai l'impression que je suis pas plus productif, au contraire, j'en pouvais plus, tout simplement. Travailler 14 heures par jour, tu peux le faire pendant des mois, des années, mais au bout d'un moment, même, tu vois, tu trouves plus ton épanouissement dans juste le fait de travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, aujourd'hui, j'écris beaucoup moins d'articles. La seule chose que je fais, c'est tourner des vidéos parce que je me suis aperçu que YouTube, c'était en fait mon canal numéro un. Ça avait remplacé mon SEO. Donc, je dirais que non, bah, je suis moins productif parce que je travaille moins. Mais après, apparemment, il y a des techniques, donc je suis pas expert. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'organisent mieux que moi. Moi, j'ai l'impression que quand je travaille, bah, voilà, je suis plus productif. Si je fais une grosse journée, j'ai l'impression vraiment d'avoir tout géré, quoi. Alors que si je m'octroie du temps libre, bah, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Tu dis que YouTube, ça a remplacé ton SEO. Tu te souviens à partir de quel moment est-ce que ça a fait la bascule? Ouais, 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 bien sûr. Bah, en fait, en 2015,
Quand je suis parti aux USA, j'avais toujours mon gros SEO et on a développé la chaîne YouTube. Donc en fait, pendant 18 mois, je postais un petit peu de manière sporadique, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois tous les jours, puis après plus rien pendant 2 semaines. Donc c'était un petit peu lambda. J'avais atteint 30 000 abonnés sur YouTube et je me disais, tiens, c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, je me suis lancé le challenge de poster tous les jours une vidéo. Et donc en fait, ça a été de 2015 jusqu'à 2016, ça a été un peu sporadique. Et janvier 2016, j'ai repris en main ma chaîne YouTube. Et depuis, c'est juste une croissance qui est exceptionnelle. Donc je dirais que ça m'a pris 2-3 mois pour atteindre les 50-60 000 abonnés. Et depuis ce moment-là, bah, finalement, les gens me disent plus merci Alex pour tes articles, c'est vraiment merci Alex pour tes vidéos. Donc, on peut dire les chiffres pour les gens qui sont à la maison. Ouais, La chaîne YouTube Alexandre Cormon, c'est 285 000 abonnés. Et à vue d'œil sur le graphe Social Blade, tu es maintenant à plus de 500 abonnés par jour, plus de 500 nouveaux abonnés par jour. Je dirais peut-être 600, 700. exact, ouais. Donc, c'est une chaîne vraiment qui est en grosse, grosse croissance, quoi. Ça veut dire que sur un mois, tu rajoutes peut-être 17 000 abonnés, un truc comme ça. C'est ça, je suis à 19 000 nouveaux abonnés par mois. Je tiens à préciser une chose, c'est que tout ça, c'est fait en croissance organique, c'est-à-dire vraiment sans investissement. Je pense que c'est important parce que bah, on peut grandir aussi quand on poste. Alors, tu vois, moi, c'est complètement différent de toi, où toi, tu fais des vidéos qui sont très qualitatives, très longues, postées, on va dire, une fois de temps en temps. Alors que moi, c'est tous les jours des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Et ce qui me permet de tabler sur toute la croissance des mots-clés. Donc tout ce qui est recherche sur YouTube, donc la personne qui va taper une recherche au niveau de l'amour et un petit peu du développement personnel, elle risque de tomber sur ma chaîne. Donc juste de 2015, donc on va dire de 2014 à 2016, 30 000 abonnés. 2016-2017, on passe de 30 à 100 000. Et donc depuis 2017, j'ai dépassé les 100 000 abonnés pardon, en août 2017. Et donc là, ça fait 1 an et on a fait de 100 à 280. Donc la croissance, elle est assez exponentielle en fait. Ouais. C'est quoi ton process pour publier une vidéo par jour? Est-ce que tu les filmes tous les jours ou est-ce que tu filmes une fois et tu t'en fais 10 d'un coup? Bah, en fait, j'ai deux process. Aujourd'hui, je suis assez habitué à tourner. Donc, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un détournage vidéo, on a fait 3 jours. J'ai fait 50 vidéos par jour. Donc, ça a fait 150 Ok. vidéos. Donc, j'ai fait enfin, une moitié d'année, pardon. Bah, je change de t-shirt, je change de chemise, mais j'enchaîne. J'enchaîne. Et sinon, ce que je fais dans l'idéal, par exemple, là, pour les vidéos en US, je peux pas faire 50, c'est trop compliqué. C'est pas ma langue maternelle, ça me demande plus d'efforts. Donc, je fais 10 vidéos pendant 10 jours. Donc, ça fait 100 vidéos. Voilà, tout simplement. Ok. Et je fais ça tous les 3 mois. Et après, du coup, tu as une équipe qui poste ça et toi, tu es tranquille. Ouais, il y a l'équipe qui suit le process, qui poste tout. Donc moi, l'outil que j'utilise, bah, c'est vidIQ, on en parlait ensemble, qui me permet de choisir les tags, de choisir les descriptions, qui me permet de Qui te comprendre ce que permet les... ou c'est l'équipe qui le fait? Bah, moi, j'ai testé en premier, puis après, j'ai formé l'équipe, hein, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est plus moi qui poste les vidéos sur les chaînes. Ouais. Du coup, je suis en train de faire une expérience là par rapport au podcast. Ce serait intéressant parce que j'en ai pas parlé sur le podcast encore. Euh, En fait, du coup, j'ai cette chaîne principale qui a vraiment une approche sur YouTube de publier assez peu, mais de faire des vidéos qui vont être très recommandées. Donc, c'est comme ça que j'acquiers des gens parce que niveau mots-clés, je n'optimise pas pour les mots-clés, donc j'optimise vraiment pour les recommandations. Donc, faire des vidéos qui ont du bon watch time et qui vont être bien cliquées, etc. Mhm. Et du coup, j'ai lancé récemment une seconde chaîne qui s'appelle Podcast Marketing Mania pour les gens qui veulent aller voir, où en fait on prend les extraits du podcast qu'on est en train de faire là et on découpe ça en petites pépites de valeur, en fait des trucs, des vidéos qui vont durer 3, 5, 8, parfois 10 minutes, mais généralement pas plus. Et on les poste maintenant tous les jours sur YouTube. Donc du coup, je teste une seconde stratégie qui est la stratégie de poster tous les jours. Avec à chaque fois la vidéo qui va être optimisée pour un mot-clé. Donc, on Mhm. teste ça. Évidemment, la faiblesse de ça par rapport à ce que toi tu fais, c'est que à l'origine, c'est un podcast, donc il n'y a pas la vidéo. Mais en revanche, ça me permet, sans avoir plus de travail, de tester une stratégie totalement différente sur une seconde chaîne YouTube et d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre sur avoir une chaîne où on poste peu, mais j'essaye d'aller sur des trucs ultra poussés que d'autres personnes vont pas forcément aller faire. Et une vidéo et une chaîne où j'essaie d'aller aussi sur les mots-clés. Donc voilà, c'est nouveau, mais les gens peuvent aller voir où j'en suis là-dessus sur la chaîne Podcast Marketing Mania, parce que c'est aussi une stratégie qui me trotte dans la tête depuis un moment, puisque je vois des gens comme toi qui postent très régulièrement et et clairement YouTube le récompense aussi. Mais je pense que les deux stratégies sont bonnes. C'est-à-dire que faire une vidéo par jour,
ça marche, et faire des vidéos qui sont qualitatives, ça marche. Parce que moi, je sais que tu es extrêmement recommandé. Tu vois, à chaque fois que je discute avec des Ouais. gens, ils me parlent de tes vidéos. Ouais. Donc, dans la communauté, on va dire, de l'infoprenariat et de l'entrepreneuriat français, t'es extrêmement renommé. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se baser sur ce que les autres font, mais bien regarder ce que vous voulez faire déjà pour les auditeurs. Et puis pour toi, en fait, ton podcast, peut-être qu'il aura moins de traction parce qu'on ne voit pas en vidéo, parce que les vidéos sont un petit peu moins travaillées forcément. Mais dans tous les cas, on en reparlera dans 3 4 ans. Tu verras que tu auras juste le beurre et l'argent du beurre, comme tu viens de le dire, quoi. Donc, stratégie à long terme, c'est gagnant, je pense. Mm. En fait, du coup, voilà, pour rentrer un tout petit peu dans les détails pour les gens que ça peut intéresser au niveau de l'algorithme de YouTube, j'ai bien séparé les deux chaînes. Donc, c'est deux chaînes qui sont différentes de manière à ce que il y aura quand même de toute manière un transvasement entre les deux grâce au tag, marketing mania, machin. Donc, les gens seront recommandés sur une chaîne et l'autre, mais ça va pas non plus corrompre l'algorithme de ma chaîne principale qui lui permet d'être recommandé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, d'un point de vue stratégique, c'est comment est-ce que je fais pour prendre des gens qui suivent ma chaîne YouTube et leur faire découvrir mon podcast, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, la solution la plus simple, c'est effectivement de faire cette chaîne. C'est au lieu de dire aux gens d'aller écouter un podcast d'1 heure, alors que si les gens n'écoutent pas de podcast, pour eux, un podcasteur va se dire, ouais, ok, comment je vais rentrer là-dedans, quoi. Au lieu de ça, tu vas découper en petites tranches et faire des trucs super précises. Tu vois, par exemple, je vais faire une vidéo probablement sur ma chaîne. Comment Alexandre Cormon publie une vidéo par jour pour exploser sur YouTube, tu vois. Ou comment exploser sur YouTube en publiant super régulièrement ou un truc comme ça. Tu vois, une vidéo de 3 minutes qui prend l'extrait où toi, tu parles de ça. Et, et du coup, je la poste là. Et les gens qui vont pas forcément aller écouter un épisode d'1 heure à froid comme ça parce qu'eux, ils suivent juste sur YouTube. Tout d'un coup, ils regardent la chaîne Marketing Mania, ils voient des petites vidéos comme ça qui passent, ils en cliquent sur une, ils découvrent un extrait où tu parles de ça et se disent ah tiens, j'ai envie d'aller voir la suite. Et là, du coup, je les attrape et je les récupère sur mon podcast d'1 heure, tu vois. Sachant que d'un point de vue marketing, en fait, ma chaîne est vraiment touche beaucoup de monde, donc c'est super en acquisition. Le podcast va acquérir moins de nouvelles personnes. Le podcast, c'est pas un truc qui devient facilement viral. Il faut quand même rentrer dedans. Mais par contre, je sais qu'une fois que les gens écoutent mon podcast, c'est bon, je les ai convertis, quoi. Ils vont devenir vraiment des fans et ils vont approfondir et ils vont passer des heures et des heures à écouter l'émission. Donc c'est un peu la stratégie que j'ai par rapport à ça. Et du coup, je rebondissais là-dessus juste par rapport à l'idée de publier très régulièrement sur YouTube et de voir en fait l'effet que ça peut avoir sur le temps. Donc moi, du coup, je teste maintenant cette stratégie de volume sur YouTube et si les gens veulent suivre et voir si ça fonctionne pour moi à partir de zéro, parce que là, au moment où on se parle, la chaîne est toute nouvelle, elle a genre 280 abonnés. Donc on va voir si tu vois, si ça prend, quoi. Ce sera intéressant à voir. Bah, je pense que c'est une très bonne stratégie. Et encore une fois, il faut vraiment penser long terme. Si on pense à court terme, au bout de 3 mois, on arrête une chaîne YouTube parce que l'attraction n'est pas assez Mm. là. Moi, c'était l'erreur que j'avais faite. J'avais mis un peu de côté ma chaîne. Alors, elle a grandi au fur et à mesure. Et puis, le jour où je me suis vraiment concentré, mais ça change le game parce que, en réalité, la connexion qu'on a avec le visiteur, comme tu l'expliquais sur le podcast, tu vois, en fait, tout le monde parle de ton podcast et tout le monde parle de tes vidéos. Donc, derrière, finalement, les gens, ils s'identifient à Stan. Et c'est là où tu arrives à convertir énormément pour le coup. Ouais. Euh, j'ai pour toi une question sur le sujet de la patience, en fait. Et sur comment est-ce que tu vas marier l'ambition que tu as de vraiment faire des choses énormes et voilà, et la patience bah, parfois la chaîne elle décolle pas tout de suite, tu vois. Comment est-ce que tu juges tes projets? Comment est-ce que tu sais quand un projet avance suffisamment vite ou pas assez? Et est-ce que toi personnellement tu te sens impatient ou frustré parfois? Comment est-ce que tu le ressens? Alors, je me sentais pas impatient parce que jusqu'à maintenant, je me développais que en organique et finalement, j'avais tellement de petits projets à droite à gauche que je trouvais mes ambitions un peu partout. Donc, le fait de dissocier un peu, en tout cas, tous ces projets, ça permet d'avoir plus d'ambition et donc plus de patience aussi en même temps. Mais je t'avouerai que là, aujourd'hui, depuis que je lance des projets, j'ai envie d'avoir la même réussite que ce que j'ai actuellement. Donc, le seul moyen d'avoir ça, par exemple, pour ma chaîne américaine qui va arriver, donc là, personnel vraiment moi mis en avant, ça va être le côté investir dans la publicité pour pouvoir grandir plus rapidement. Donc, j'ai envie de te dire qu'effectivement, depuis que je me suis aperçu que le marché américain, c'était quand même une énorme opportunité, je gagne en impatience. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour je dirais, satisfaire mon impatience, c'est d'investir de l'argent, tout simplement. Ce que j'avais pas au départ. Tu t'es déjà
fait une idée de la stratégie que tu veux utiliser en matière de pub YouTube pour développer ça? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je travaille avec une personne qui m'accompagne là-dessus. En fait, l'objectif qu'on a, c'est de pousser des vidéos qui sont les vidéos où tu as le plus d'interaction. Donc, on imagine que j'ai fait des vidéos qui ont bien marché. Si je les pousse au niveau de la visibilité, la vue me coûtera pas grand-chose. Et après, derrière, je retarget toutes les personnes qui ont vu ces vidéos pour leur proposer soit un livre, soit une séance de coaching. Ok. Donc, l'objectif, en fait, c'est de pousser de la vidéo à un tarif qui est familier. Donc, c'est 0,01 centime la vue aux USA pour nous. Donc autant dire que c'est que dalle. Et en fait, toutes les personnes qui voient mes vidéos, derrière, je les retarget, donc je les lâche pas. Et ça nous permet d'être sur un ROI de x4 aux USA avec ma team. Donc je suppose que ça sera grosso modo la même chose pour moi aussi, quoi. Parce que du coup, cette stratégie-là, elle est déjà en place sur tes chaînes Ouais, actuelles. ouais, déjà en place sur mes chaînes actuelles. Ok. Après, quand tu démarres une chaîne, tu as peut-être des résultats un peu moins rapides, mais, euh, mais je me dis qu'au bout de quelques mois, je serai forcément rentable et du coup, c'est assez facile maintenant pour moi de développer un business, quoi. Mhm. Euh, du coup, tu parlais tout à l'heure du portugais, de l'espagnol. Comment est-ce que tu as décidé qu'il fallait partir sur ces marchés-là? Et comment est-ce que tu as monté l'équipe qui va faire le travail de traduction? Alors, le premier aspect, c'était de me rendre compte que, en vivant à Miami, il y a beaucoup de Sud-Américains. Tu vois, à Miami, les gens parlent plus espagnol Ouais. qu'anglais en réalité. Donc, dans notre équipe, on a une personne qui parle espagnol. Alors, je sais pas si elle est donc c'est pas un espagnol peut-être natif parce qu'elle a grandi aux États-Unis quand même. Mais cette personne-là, en fait, mon objectif, c'était qu'elle traduise ma philosophie, qu'on lance dans un premier temps le bouquin traduit, qu'on voit un petit peu les résultats. Donc, on s'est aperçu que le marché espagnol, les gens n'étaient pas vraiment prêts ils n'ont pas un gros pouvoir d'achat. Mais par contre, acheter des petits produits, ça, ils peuvent faire. Donc, je vais sûrement avoir tous mes produits traduits. C'est comme ça qu'on s'est aperçu de la première étape. Et le deuxième point, c'est parce que le marché brésilien est en pleine expansion. Donc, je voulais tester le portugais avant d'aller sur des plus gros marchés type asiatique, quoi. Ouais. Par contre, là, pareil, j'ai dû rencontrer une personne qui est ma traductrice, qui est tout simplement une amie d'amis. Moi, je marche beaucoup par le réseau parce que sinon c'est compliqué. Donc, je structure une petite équipe avec une personne qui s'occupe d'un pays. On traduit les articles, on traduit les produits, on voit s'il y a une réponse du marché. Et si c'est le cas, après, je pense que je vais embaucher une personne qui sera mon coach représentant du pays. Donc, pour le portugais, ça va être la personne qui a traduit mon livre, qui veut devenir coach. Et pour le marché espagnol, la personne est déjà coach. Donc, c'est assez facile pour nous finalement de le lancer, quoi. Et dans ce cas-là, la personne elle-même ferait les vidéos? Ouais, la personne fait tout. Ouais. On n'est pas sur la marque Alexandre Cormon, on est sur un nom de marque, tu vois. Ouais. Et la personne fait tout. Par contre, après, elle est plus salariée, elle devient associée quand même au projet, quoi. Ouais. Et toi, là-dessus, t'en tires la possibilité de pouvoir propager ton idée dans le monde, quoi. Tu franchises le truc? Tu franchises le truc, exactement, ouais. Mm. Tu franchises le truc et puis tu gardes un peu le bébé en main. Et comme je t'ai expliqué, moi, mon objectif, c'est que on est plein de chaînes qui cartonnent et qu'après, un jour, je suis à Rio de Janeiro, le lendemain, je suis à Mexico et puis je voyage, je prends l'avion, je fais des conférences et je pense que j'aimerais bien partir là-dessus comme modèle économique final, on va dire. Tu vois, c'est un peu mon rêve. Est-ce qu'il y a il y a des boîtes qui en sont à ce niveau ou des gens qui en sont à ce niveau? Je sais que tu as mentionné tout à l'heure Tony Robbins et que tu as étudié pour réfléchir à ce business model. En fait, si tu veux, Tony Robbins, il est connu, donc je regarde un petit peu ce qu'il fait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coach qui a pris. Tu vois, moi, mes coachs, je veux qu'ils soient dans mon bureau. Il n'y a pas un coach qui a un bureau avec toute son équipe. Donc, c'est mon espoir qu'à Miami, il y a un gros bureau, Alexandre Cormon, ou peu importe le nom qu'on utilisera, avec toute l'équipe finalement, toutes les personnes de toutes les origines. Moi, j'aime beaucoup Mind Valley. Je ne sais pas si tu connais un peu ce site-là. Ouais. Qui Donc sont du coup voilà. ils sont à Kuala Lumpur, il me semble. Ouais, en fait, ils sont un peu C'est partout, ça. eux. Ils sont aux USA normalement, mais ils ont des bureaux partout. Mais d'une manière générale, ils font beaucoup de réunions, ils sont beaucoup l'un avec l'autre. Donc, je trouve que leur schéma, il est juste exceptionnel, ce qu'ils font. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils ont fait, quoi. Après, j'arrive pas à Sur prononcer. quels aspects? Parce que je suis pas sûr que tout le monde qui écoute l'épisode Ouais. sache exactement ce que c'est. Explique un peu ce que tu as tiré d'eux. En fait, Mind Valley, ce qu'ils ont fait de très bien, parce que moi, je les suis depuis un petit moment.
Donc en fait, ils ont un représentant, j'arrive pas à prononcer son prénom et son nom parce qu'il est d'origine un C'est peu Vishen indienne. Lakhiani. Ouais, c'est Enfin, on va ça, dire. voilà, on va Ouais. l'appeler comme ça. Mais je pense que tu le prononces vraiment bien, toi. On va dire c'est Vishen Lakiani. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, il est à l'origine du projet. Donc Mind Valley, c'est vraiment du coaching, on va dire un petit peu spirituel, bien-être, Ouais. changement de vie, éducation alternative. C'est-à-dire en gros, on peut tous avoir la vie qu'on désire et en même temps un peu spirituel. Et en fait, Mais ce c'est qu'ils une font, grosse boîte et ils ouais, cartonnent en acquisition de trafic, quoi. En acquisition de trafic sur la pub YouTube et tout. ouais, ils ont un modèle qui est assez fou, c'est-à-dire qu'en gros maintenant, à l'époque c'était pas ça. Donc à l'époque ils avaient plein de coachs qui étaient dans leur boîte et puis ils vendaient du Ouais. coaching un peu comme ça et puis des sons audio, des sons de méditation, etc. Et là ce qu'ils ont fait pour grossir, c'est qu'ils ont en fait ils prennent d'autres coachs qui sont indépendants. Donc par exemple demain, si moi je cartonne, bah, en gros ils vont me dire bah viens fais un cours sur l'amour et eux ils gèrent tout. Donc ils gèrent toute l'acquisition de trafic, etc. Mais ils ont des gros noms. Donc ce qui leur permet finalement d'avoir à la fois une bonne publicité et puis à la fois de drainer un trafic monstre via Facebook avec des cours qui sont d'extrême qualité. Donc je trouve ça assez sympa ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils font des événements dans différents endroits du monde sur le business et tout. Tu t'as été à ce genre Alors, j'ai pas d'événement où été tu parce t'es intéressé à que je ça? trouvais qu'en termes de business, ils avaient lâché le pas. Tu vois, ils avaient Mind Valley Business qui s'est cassé la gueule. Ouais, Ils font beaucoup plus d'événements maintenant en mode être un peu heureux, spiritualité. ouais. Moi, c'est pas trop ce que je recherchais. Tu vois, moi, quand je suis aux USA, je suis plus en mode mastermind business, justement. Tu vois, comprendre ce qui se passe, les enjeux du web, les évolutions, ce qui va y aller demain. Donc, je t'avouerai que Mind Valley, j'adore leur modèle, mais leur philosophie, elle est pas trop. C'est pas trop ma manière de voir la vie, ou en tout cas, je suis pas trop spirituel comme ça. Donc, je me suis pas raccroché à leurs événements, non, pour le coup. Ça marche. Je voudrais revenir sur un truc. Bon, on a touché dessus tout à l'heure, mais je suis vraiment. C'est vraiment ma problématique du moment, donc je vais profiter un peu du podcast pour, euh, pour voir tes conseils par rapport à ça. Sur la question vraiment du recrutement et du management, parce que vraiment, en fait, depuis. Ça t'a pris. T'as recruté quoi? Là, t'as dit 12 et 15, donc c'est 27 personnes en tout, en 3 ans? 4 ans? Ouais, en 3 ans, ouais. Ouais, 3 ans. Donc, tu dis souvent que tu recrutes des gens qui ont soit été des gens qui ont fait du coaching avec toi, soit des gens que tu connaissais par ailleurs. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis que quelqu'un va faire un bon coach ou un bon employé en règle générale? Alors, si tu veux, pour moi, un bon employé, c'est une personne qui doit adhérer à ton discours, à ta philosophie, à ta vision, en fait. Donc, moi, je parle toujours de ma vision à long terme. Il faut que la personne elle puisse adhérer à ce que je propose. Donc, qu'on va traduire ma philosophie en plusieurs langues, qu'on va faire des conférences, que la personne va être coach à vie, finalement, tu vois, qu'elle ne va pas changer de job. Ça, c'est un point qui est important. Après, la manière dont je recrute les personnes, pour moi, je me suis aperçu qu'il y avait deux points qui étaient clés. Le premier point, c'est l'énergie. Je veux vraiment des personnes qui sont dans l'énergie, qui savent vendre, tu vois, qui savent proposer des services, qui ont confiance en elles, qui veulent en fait déjà impacter le monde. Ça, c'est très important. Et le deuxième facteur, c'est des personnes qui sont entre guillemets loyales, donc qui ont envie finalement de s'intégrer dans un projet, qui ont envie de le faire grandir. Et je ne recherche pas des entrepreneurs, honnêtement, pour le coup. Et comment est-ce que tu sais si une personne est loyale? Comment est-ce que tu juges ces caractéristiques-là? Bah, en fait, si tu veux, pour voir si elle est loyale, bah déjà, je vais lui demander combien de jobs elle a fait. Si c'est une personne qui change de job tous les 2 3 ans, ça va pas m'intéresser. Ensuite, il faut que je me rende compte de un petit peu ses projets. Si la personne elle veut monter sa boîte, je ne vais pas lui proposer de me rejoindre parce que j'ai pas envie de la former pour que dans 6 mois elle puisse aller ailleurs, tu vois, Mhm. ou même monter son propre projet. Donc, ce que j'entends par loyal, j'ai pris un mauvais terme. Je dirais plutôt personnes qui ont envie de s'intégrer dans un projet, mais qui n'ont pas la flamme entrepreneuriale, pour le coup. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je mets mon process. Je regarde si la personne elle a une bonne énergie, si elle a une bonne inspiration, et en même temps, est-ce qu'elle est plutôt entrepreneur ou plutôt est-ce qu'elle aime supporter un projet. Donc, tu vois, je vais poser quelques petites questions pour voir comment elle se positionne dans son quotidien. Ok. C'est vraiment intéressant. Et du coup, une fois que tu as recruté la personne, c'est quoi ta philosophie de management ou à quel niveau, comment est-ce que tu vas communiquer avec les gens et comment est-ce que tu vas leur donner des projets? Parce que je réfléchis, tu vois, je vais te donner un exemple de la réponse, que j'ai conscience que la question est un peu vague, mais par exemple, l'autre jour, je parlais à un gars, il me dit, moi, vraiment, ma philosophie, c'est tu prends des gens intelligents, tu leur donnes un objectif et tu les laisses décider de comment accomplir cet objectif.
et lui, c'est sa philosophie, tu vois. Tu vas pas leur dire comment faire, c'est à eux de se démerder de comprendre comment faire, parce que si tu as recruté la bonne personne, il est intelligent et c'est comme ça qu'il sera en fait le plus motivé, c'est si lui-même décide du process pour résoudre ce problème. Donc, tu vois, c'est un exemple, par exemple, Hmm. d'une philosophie, tu vois, en termes de management. Je serais intéressé de savoir, toi, parce que pour le coup, tu as une vision beaucoup plus forte de ce qu'il faut faire. Tu m'as parlé tout à l'heure de process, tu me parlais de faire le coaching avec les gens et d'essayer de leur transmettre quelque chose. Euh, Comment est-ce que tu vois la gestion de ton équipe de coach, notamment? Moi, je suis entièrement d'accord avec cette personne-là. Je trouve sa philosophie excellente. Mais alors, moi, je suis complètement à l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que j'ai laissé des personnes faire comme elles voulaient, et ben en fait, elles n'ont pas atteint les objectifs, justement. Donc, on pourrait dire, tu n'as pas recruté la bonne personne. Et je me suis dit ça au début, puis une fois, et deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, tu te dis, non, il y a peut-être un souci quelque part. Par exemple, pour un coach, la chose la plus importante, c'est la reconversion. C'est-à-dire que le but d'un business en ligne, c'est pas que d'avoir de nouveaux clients, c'est aussi de reconvertir ses clients. Et ça s'apprend. On peut avoir la personne la plus intelligente du monde. Si elle n'a pas une personnalité de reconversion, donc un petit peu vente, même si j'aime pas associer le terme vente au coaching, c'est ce Quand qui tu dis parlera plus. reconversion, ça veut dire que la personne revienne, c'est la rétention ou c'est quelque chose Exactement, d'autre? ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, la personne, elle prend une séance de coaching, mais tu lui vends un abonnement derrière, quoi. Ouais. Et ça, plutôt que de laisser la personne, je dirais, par exemple, nous, ce qu'on dit, voilà, c'est que tu dois faire, par exemple, 20 000 dollars de coaching par mois. Ok, très bien. Plutôt que de lui dire, bah, débrouille-toi pour atteindre cet objectif, moi, je veux dire, il faut que tu fasses ci, ça. Et pour la reconversion qui va correspondre à 70% de ton chiffre d'affaires, voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses. Ok. Parce que, euh, parce que déjà, je veux que ça colle à ma philosophie. Deuxièmement, je veux être sûr que les personnes puissent atteindre les objectifs. Donc en fait, mon but à moi, c'est vraiment de leur dire, voilà l'objectif qu'on fait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu as le moindre problème, donc moi je suis là. Mais donc en général, je suis là la première semaine et puis après, c'est quelqu'un de l'équipe qui prend le relais. Et moi, je supervise un petit peu de loin parce que c'est vrai que j'aime pas donner tu sais, donner des coups de bâton en fait. J'aime pas donner des critiques, c'est pas ma nature. Donc généralement, j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus. On fait un peu euh, good cop, bad cop, tu vois, un gars qui est bien et un gars qui est un peu plus ferme généralement. C'est vraiment intéressant. Et du coup, tu t'es retrouvé dans cette situation un peu difficile où tu as recruté quelqu'un et cette personne voilà, C'était la arrive pas trop à catastrophe. atteindre ses objectifs C'était ouais. la catastrophe. En plus, je l'avais recruté en France. Donc, période d'essai passée, tu vois, les 2 premiers mois, ça allait à peu près. Et puis après, donc plus de possibilité de se séparer finalement. Et heureusement, il a été super parce qu'il a accepté qu'on se sépare. Il s'est rendu compte que ça allait pas. Mais en gros, je pense qu'au départ, je voulais vraiment le monter en mode start-up en disant ouais, vas-y, t'es un entrepreneur dans l'âme. Si tu veux, tu fais comme tu veux. T'arrives à l'heure que tu veux au bureau, blablabla. Et je me suis aperçu que ça marchait pas. Je me suis aperçu que au départ, je pense qu'il faut un cadre. Et puis au fur et à mesure, le salarié, entre guillemets, bon, la personne, elle gagne elle-même sa liberté, tu vois. Mais moi, à chaque fois que j'essaie d'être trop cool avec les gens, bah, je me suis un peu fait marcher dessus. Et du coup, j'ai changé mon mode de management. Ok, je vois. Après, je dis pas que c'est le bon ou pas bon, hein. Je te délivre vraiment mon anecdote parce que Ouais, bah je voulais avoir ton point de vue là-dessus, ta vision. En fait, c'est un peu, ouais, le podcast, ça va être un peu bizarre pour les gens qui m'écoutent et qui sont en mode, je veux lancer mon premier projet et tout. Parce que j'ai utilisé le podcast notamment récemment pour explorer les thèmes qui, moi, m'intéressent. d'accord. Notamment ce thème de développer une équipe. On en parlait un petit peu hors ligne. Mais je pense que j'ai toujours des très bons retours sur ces épisodes, les plus récents. Je pense que les gens apprécient la conversation et apprécient de pouvoir aller chercher ces infos. Et surtout, en fait, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui, moi, m'intéresse quand je discute avec toi, par exemple, tu vois, c'est vraiment de comprendre, en fait, comment tu réfléchis, tu vois. Comment est-ce que tu abordes un problème. Et c'est la question du management et du recrutement en ce moment, c'est mon vrai, c'est mon grand intérêt. Tu vois, j'essaye un peu de trianguler les positions des gens et d'apprendre quoi, ce qui fonctionne. Et puis en même temps, je recrute du monde en ce moment, donc il y a un peu le côté pratique. Euh, donc du coup, je vais faire un peu une transition ici vers un autre sujet, mais vraiment sur le sujet des US, parce on a tourné un peu autour, mais euh, en quoi est-ce que faire du business aux US, c'est différent de la France? Alors là, je vais être très honnête. Je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Après celle de Ouais. dire à tout le monde, je fais du coaching même s'ils ne voulaient pas que j'en fasse, parce que forcément, ça n'a pas été facile quand je me suis lancé en 2007. En 2015, j'ai pris la décision de tenter un visa. Donc déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 1 an pour l'obtenir.
Il a fallu que je crée une boîte aux USA, que j'embauche des salariés, alors que j'avais pas le droit de vivre sur le sol américain. Donc finalement, ça s'est fait à distance et heureusement, j'avais un super partenaire américain. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on développe les USA, je vais te donner un chiffre concret. À trafic égal, on est 7 fois supérieur aux USA qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, j'ai 1 million de visiteurs sur mes sites, j'ai 285 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc 1 million de visiteurs chaque mois sur mes sites. Aux USA, on a 180 000 visiteurs chaque mois sur notre site et on a 60 000 abonnés sur YouTube. Et notre chiffre d'affaires aux USA, il a dépassé le chiffre d'affaires français. En 2 ans. En France, on est aux alentours de 1,3 million, 1,4 million. Aux USA, on a dépassé les 1,5 million il y a quelques mois maintenant. Donc, tu vois, mon chiffre d'affaires global, il est aux alentours des 3 millions. Et pour moi, c'est juste choquant parce qu'en France, la marque, elle est tellement puissante. Genre, on me reconnaît dans la rue. Tu vois, je suis numéro 1 incontestable. Et aux USA, on n'est rien. Honnêtement, on est une entreprise convenable, mais on n'est rien d'une certaine manière. Et nos chiffres sont déjà supérieurs. Donc, quand j'entends les chiffres du marché américain, je me dis que ça représente un énorme potentiel. Et je ne comprends pas comment il n'y avait pas plus de Français qui... Alors, c'est sûr, ça nécessite des investissements, ça nécessite du temps. Mais en gros, il y a 2 raisons qui expliquent le succès d'un business aux États-Unis. Le premier, c'est que les Américains sont bien plus prêts à payer que le Français. Même moi, je n'ai pas la nature d'un investissement comme un Américain. Donc les gens sont prêts à payer, surtout pour leur éducation, ils ont appris ça. Et le deuxième facteur clé, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les personnes qui parlent anglais dans le monde sont généralement les personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc avec notre site, on touche des personnes à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais partout en Europe, partout en Amérique du Sud, dans des pays où on penserait qu'il n'y a pas forcément de retour possible. Mais en fait, il y a des personnes qui ont de l'argent et ces personnes-là parlent anglais, ne font pas leur recherche, par exemple, en espagnol. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a appris du marché. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, c'est les gros enseignements que moi, je vois dans le business américain. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, les forces, aujourd'hui, on va les mettre là-bas parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Incroyable. Et du coup, c'est le moment un peu dans l'émission où je voudrais te parler de tes prochains objectifs, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire après pour Alex Cambon? J'ai l'impression que ça, c'est un peu ce dont on parle depuis le début, parce que tu es vachement orienté vers le futur. Mais si tu vois, tu nous as parlé un peu de la vision long terme, mais si on regarde vraiment, genre, sur les 12 prochains mois, c'est quoi tes gros projets qui vont te permettre d'avancer vers cette vision de long terme, de pouvoir avoir les différents pays, les conférences et tout, tu vois, quelles sont les priorités actuelles qui vont permettre à ton business de faire levier sur cette prochaine étape? Alors, en fait, là, normalement, si tu veux, j'ai mon site French Relationship Expert qui va être sorti début septembre. Donc, en fait, mon levier pour les 12 prochains mois, c'est de me concentrer uniquement sur ma marque, c'est-à-dire, en fait, c'est plus Alexandre Cormon, ça va être French Relationship Expert. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que si je voulais me développer sur d'autres marchés en termes de langue, donc là je vais le faire, mais ça ne sera pas moi personnellement, il faut qu'on assume le fait qu'il y ait une autre structure qui soit encore plus forte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis arrivé aux USA, je disais voilà, ça vient d'Alexandre Cormon qui est le love coach numéro 1 en France et en Europe. Et l'idée c'est que quand je vais me développer dans différents langages, il faut que je dise que j'ai percé aussi aux USA. Sinon j'aurais pas de crédibilité en fait. Donc vraiment, je me suis focus pendant les 12 prochains mois sur le site French Relationship Expert. Donc là, moi, je fonctionne beaucoup avec de l'avance. Donc j'ai traduit tous mes articles de mon site français. Donc je vais avoir plus de 500 à 1000 articles qui vont arriver d'un coup, en tout cas sur l'année. Pareil pour les vidéos. J'ai fait mes 300 vidéos d'avance. Donc je sais que je vais pouvoir avoir une année de vidéos qui vont être publiées. Chose que les Américains ne font pas. Donc tous les concurrents, ils font 1 à 2 vidéos par semaine. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore cette notion de YouTube productivité, comme moi je l'appelle. Donc en fait, pendant 1 an, je me suis laissé sur French Relationship Expert. Je vais en faire une marque forte parce que je présuppose que si cette marque-là, elle est forte, derrière, tout explose. Après, pour pas délaisser la France, parce que je tiens quand même à toute mon entreprise et à tout ce qu'on a construit, ça va être de passer sur un modèle plus de conférences. Donc là, je trouve que c'est un modèle qui marche très bien, de faire des conférences et puis derrière de proposer peut-être des formations en séminaire, en atelier. Parce que moi, j'ai beaucoup vendu de coaching, mais j'ai pas encore vendu de séminaires, d'ateliers sur 2 jours, par exemple. Donc c'est comme ça que je compte progresser sur mon CA en France et progresser sur mon marché américain. Et pour ça, il faut que tu reviennes en France pour faire la conférence à chaque fois, tu fais l'aller-retour, etc. Tous les 2-3 mois, je vais faire des allers-retours. De toute façon, il faut jouer à ma famille parce que ça aussi, tu vois, là, on a beaucoup parlé d'argent, USA, de réussite.
Mais honnêtement, ça fait mal quand tu es à l'autre bout du monde. Alors toi, peut-être que tu gères mieux parce qu'on en avait déjà discuté ensemble, mais moi, mes potes me manquent, ma famille me manque, même si ma compagne elle vit avec moi, c'est pas toujours facile. Donc j'aime bien voyager. Donc tous les 2 3 mois, il faut que je revienne en France, quoi. C'est clair. Ok, ouais, je vois. Et donc, tu en profites pour faire les conférences et ça te permet Ouais, de faire tourner une notoriété, quoi. ouais. Je vois ma famille, je fais mes conférences. Ça me permet de faire grandir mon business en France parce que, mine de rien, tu vois, même si je suis centré sur le futur, tu as toujours peur de perdre. Peur de perdre des parts de marché, peur de te faire rattraper, qu'il y ait un nouvel acteur qui rentre. Donc, moi, je fais quand même très, très attention à tout ce que j'ai bâti et construit jusqu'à maintenant. Et voilà, donc marché français, ça va être plus sur les événements, puis marché américain, ça va être plus sur cette nouvelle dynamique, quoi, en gros. Cool, merci. Pour conclure l'épisode, j'ai une petite tradition. J'ai 3 questions rapides que j'aime bien poser. Et la première question, c'est si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? T'as pris la bonne décision, mec. Parce que je me suis lancé à 19 et j'avais peur. Et j'ai galéré jusqu'à 23 ans. Vraiment, j'ai galéré. Donc, je lui dirais, t'as pris la bonne décision, bats-toi. Tout simplement. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, je suis assez fan, mais tu vas te connaître. C'est Influence et Manipulation de Robert Cialdini, Mhm. qui est juste énorme. Il y a aussi, je me permets d'en donner plusieurs, ça te dérange pas, Stan? Oh, vas-y. Ok. Bah, L'effet cumulé d'Aren Hardy. Je dirais que ces 2 bouquins-là, ils m'ont vraiment changé ma vision du business, du coaching, de moi-même aussi. Et dernièrement, je m'étais toujours refusé de lire ce bouquin et de lire des bouquins un peu dans cette voie. Mais il est juste génial. C'est Bull to Sell. Parce qu'en fait, moi, j'avais construit un business qui reposait sur moi. Donc, si demain je partais, bah, il y avait tout qui s'effondrait. Et là, en fait, je suis passé justement en mode entreprise. Donc, Bull to Sell, il est tellement bien écrit. Franchement, je me suis pris au jeu et j'ai adoré. Voilà. J'étais assez réfractaire, mais j'ai kiffé. Et pourquoi est-ce que tu étais réfractaire et qu'est-ce qui a changé? En fait, j'étais réfractaire parce que pour moi, j'ai pas envie d'avoir un business en automatique. Tu vois, je suis vraiment le côté Tony Robbins, tu vois, impliqué jusqu'à 70 ans. Je veux coacher, je veux faire des conférences, je veux mourir en coachant, tu vois. Un Ouais. peu. En fait, c'est une vision qui est un peu différente de beaucoup d'infopreneurs, hein. Mais c'est moi. C'est-à-dire vraiment, j'aime créer une équipe, j'aime créer du business. Et je me disais, mais bulle tout seul, c'est pas ma philosophie. Je me disais, ça rejoint pas mon idée, qui est de créer quelque chose de gros, en fait. Et honte à moi, c'était juste une fausse croyance de merde. Donc, excuse-moi pour le terme, mais c'était vrai. Donc, j'ai lu ce bouquin et il m'a changé il m'a changé la vie, quoi. Il m'a changé la vie du business. Alors, je reste dans la même vision, mais juste j'ai compris effectivement que si tu veux grandir, il faut aussi que tu intègres des personnes et que tu acceptes que ton bébé, bah, tu puisses parfois le donner dans les bras d'autres personnes. Et c'est que une réussite, hein. Franchement, c'est. Et ce bouquin-là, je sais pas, la manière. Parce que j'avais lu plusieurs bouquins, tu vois. Euh, j'ai oublié le titre, mais il y en a un qui est un autre qui est super connu et pareil, il m'avait pas plu vraiment. Et les bulles tout seul, il m'a juste changé en fait. E-Myth, mais peut-être. Je crois que c'était un autre. Je suis désolé, si je retrouve le terme, Ouais. je te le dirai pour que Genre, je il dois t'a pas l'avoir plu, encore. donc tout non. Il Ouais, il a besoin de le c'était recorder. Scale, pardon. Scale. Ah, Super connu en plus, tu vois. ah Scale, ouais. je peux retrouver les auteurs si tu veux, mais en gros, on me l'avait conseillé. Je peux pas le dire parce que les potes, là, sinon ils vont me dire, ah, t'as dit qu'il était pas tip top et tout. Mais ouais, Scale, il m'a pas touché, alors que Bulle tout seul, il m'a genre transporté, quoi. Bon, après, ça dépend, je pense, des Ouais, bouquins, hein. Des goûts de chacun. ouais, ça fait pas. Soit ça connecte pas. Parfois, il y a c'est un peu unique à la personne. Ok, c'est marrant que tu cites influence et manipulation parce que les gens qui écoutent le podcast seront, seront familiers avec Ouais. ce bouquin-là. J'avais fait une série entière dessus. Troisième et dernière question pour clore cette partie-là. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te revient souvent à l'esprit? Alors, c'est pas un proverbe ni une citation, mais c'est quelque chose. Ah, si, c'est une citation, on peut dire. En fait, très souvent, je me dis qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et en fait, bah moi, ce qui m'a beaucoup motivé en tant qu'entrepreneur, donc j'en parle dans mes vidéos sur le mindset un petit peu, c'est je me suis lancé, j'étais un petit con, j'arrivais pas à trouver les solutions, je cherchais à droite à gauche comment faire. Et malheureusement, il a fallu que je perde mon père pour que je puisse avoir un bon état d'esprit, un bon mindset d'entrepreneur. Et en fait, le jour où il est parti, je me suis dit, putain, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et je me le dis tous les jours parce que je me rappelle c'est un don d'être entrepreneur. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je contrôle ma vie, je fais ce que je veux. Et alors, bien sûr, j'ai parfois des échecs, mais quand j'ai des succès, ils sont gros. Donc, je me répète cette phrase-là parce que ça me donne de la force. Donc,
tous les jours, c'est le premier jour du reste de ma vie et je tente des nouveaux challenges, des nouveaux projets et tous les jours, je grandis. Donc, je pense que ça, c'est important que je le rappelle parce que ça fait partie de ma philosophie en tant qu'entrepreneur. Excellent, Alex. On va terminer sur ça. Merci à toi en tout cas. Merci, Alex. C'était génial. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on se reparle bientôt. Yes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a eu beaucoup de très bons conseils de la part d'Alex dans cet épisode. Vous avez pu voir son business model, lui, est basé sur la création de contenu, sur la construction d'une audience. Moi, c'est aussi la chose sur laquelle je me suis énormément concentré, disons, ces 2 dernières années. Et j'ai rassemblé mes meilleurs conseils dans une formation sur comment développer une audience qui achète. C'est une formation sur comment trouver votre positionnement, comment créer le bon contenu qui va permettre aux gens de s'abonner à votre liste email et ensuite, derrière, de pouvoir en vivre et pouvoir vendre des produits. La formation est totalement gratuite, c'est 7 emails sur 7 jours. Vous pouvez la recevoir en allant à l'adresse marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Marketing Mania.